l'Angola. On va évoquer donc le cas de cet ex-ministre condamné à 14 ans de prison. L'ancien ministre des Transports accusé de corruption a été condamné jeudi à 14 ans de prison, devenant le premier haut responsable condamné depuis l'arrivée au pouvoir il y a 2 ans du président João Lourenço. La Cour suprême de Luanda a estimé qu'Augusto da Silva Thomas, ministre sous le président José Eduardo dos Santos, est arrêté en septembre 2018, était coupable de 6 chefs d'accusation, dont corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Thomas, comme d'autres anciens responsables du régime précédent qui a duré 38 ans, était accusé d'avoir détourné des millions de dollars de fonds publics au profit de compagnies privées. Abel Koussé, on va accuser ici le président João Lourenço de chasse aux sorciers, c'est pas vraiment ça. Hein? Oui et non. Moi, la question que je me suis posée après avoir entendu la sentence, c'est à qui le tour Isabelle ou quelqu'un d'autre avant d'arriver certainement à Isabelle. Et moi, il y a d'abord une chose que j'aimerais relever, c'est la durée de détention. Ouais. On sait que ce ministre est en détention préventive depuis septembre de l'année dernière et il a été jugé moins d'1 an après sa détention préventive, comparativement à certains pays en Afrique, y compris malheureusement mon pays, le Togo, où on voit des détentions préventives aller jusqu'à 4 ans, 5 ans, ce qui est énorme. C'est vrai que on n'a pas beaucoup de juges, c'est vrai que nous n'avons pas assez de tribunaux et consorts, mais il faut faire un effort dans ce sens. Vous imaginez un peu quand vous passez 3 ans en détention préventive et qu'à la fin, vous devrez être innocenté et que le juge, pour préserver les caisses de l'État, se permet de vous condamner à hauteur de votre durée de détention préventive. D'abord, votre image est écornée parce que, quoi qu'innocent, on ne vous a pas blanchi. Et vous savez, c'est une peine que vous portez toute votre vie. Et si ce juge-là a de la conscience, c'est également une peine qu'il portera toute sa vie. Et dans ce cas précis, il a été en détention préventive. Il a été jugé moins d'1 an après sa détention préventive, c'est déjà une bonne chose. De l'autre côté, j'ai appris qu'ils ont relevé l'appel. L'appel n'est pas suspensif, ça veut dire qu'il va demeurer en détention jusqu'à ce que l'appel ou, disons, son recours soit étudié. Quoi qu'on dise, on n'a pas besoin d'être un Angolais, encore moins un spécialiste en économie, pour savoir qu'il y a eu beaucoup de détournements au temps de Dos Santos. Et rien qu'à voir sa fille, qui a aujourd'hui la première fortune du pays et la première même sur le continent. Alors que quand vous remontez derrière, son grand-père, excusez-moi l'expression, n'était rien. Son grand-père n'était rien. Et puis elle-même, on ne peut pas citer le nombre de brevets qu'elle a, le nombre d'inventions qu'elle a pour dire que ce sont ces propriétés intellectuelles-là qui lui ont rapporté beaucoup de milliards, mais c'est parce que son papa était politicien et que finalement on la balance à la tête des entreprises de l'État. Curieusement, la dame devient milliardaire et les entreprises ont fait faillite. Vous imaginez un peu, l'employeur fait faillite au moment où l'employé devient milliardaire. Et donc, il y a eu beaucoup de détournements. On a commencé par ce monsieur. Moi, ce que je souhaiterais demander, c'est qu'il y ait une justice équitable, qu'il n'y ait pas une justice des vainqueurs politiques. Parce que quoi qu'on dise, l'actuel président, il faut le reconnaître, il est un peu aigri, il était écarté. Et ce n'est pas un concours de circonstances, c'est beaucoup de choses qu'il est venu là où il est. Et donc, il ne faudrait pas que ça soit uniquement un règlement de compte, mais que ces personnes-là, il y a d'autres personnes, même dans le camp de l'actuel président, il faut que toutes ces personnes-là soient inquiétées et que justice leur soit rendue. Mais quand on prend l'Angola aujourd'hui, Abel l'a dit, l'ancien ministre des Transports qui est condamné à 14 ans, ce n'est pas le plus grand détourneur de l'Angola, hein. Ah non, Abel a cité des noms, et notamment Isabella Santos. Il y a aussi Philomeno, qui est aussi traîne des casseroles en matière de corruption dans le pays, et il est très reconnu dans des affaires. Il y a aussi l'autre fille dont on parle moins, s'appelle Tizé. Tizé, oui. Elle est partie se réfugier, je pense. Elle doit être en Espagne ou bien là. Oui, elle aussi. Donc, outre les enfants d'Eduardo Santos, mais il y a aussi d'autres fortunes là-bas, qui sont là-bas, des gens qui ont fait le gouvernement de Santos, qui étaient dans la nomenclature, comme on l'a dit, et qui ont fait des détournements immenses. Et voilà, et lorsque
l'autre est venu, lorsque Joao Lorenzo, voilà son nom, pose un peu problème là. Lorsque Lorenzo est venu... pourtant un ancien ministre congolais porte ce nom. Bien évidemment. Et lorsqu'il est venu, ce qu'il a déclaré dès le début, dès l'entame de sa prise de pouvoir, dès l'entame plutôt de la gestion du pays, il a dit qu'il va lutter sérieusement contre la corruption parce qu'il avait identifié la corruption comme étant un handicap, ce qui empêchait l'Angola de prendre son envol. Et lorsqu'il a dit, il a pris des mesures, il y a eu des mesures qui ont suivi. Et très tôt, dans son propre camp, il était contesté parce que les gens estimaient que c'était avec une certaine brutalité qu'il engageait cette lutte contre la corruption. Mais il y avait aussi au même moment dans le gouvernement et surtout dans le bas peuple qui soutenait cette politique parce que ça devait amener le gouvernement à avoir des fonds, à dégager des fonds suffisamment et faire face aux problèmes de développement. Et dans cette lutte même, les informations que nous avons eues, c'est que ça a permis même de rapatrier près de 500 millions de dollars US dans le pays et surtout de récupérer aussi des actifs appartenant à des sociétés d'État que certains ont confondu à leur propre propriété. Ils ont fait main basse sur d'énormes actifs immobiliers et autres là dans le pays. Ils ont pu récupérer tout ça là et je pense que ça sert le pays aujourd'hui. Celui qui a été condamné dans l'affaire de leur société nationale je pense de transport. C'est dans une affaire... je crois que c'est CNC. Voilà. Dans cette affaire, vous comprenez que c'est beaucoup de sous qui sont en jeu. Et effectivement, il fallait faire un effort pour rapatrier cela. Bon, il n'est pas le plus corrompu du pays, bien évidemment, mais du moment où les accusations sont portées sur lui et que l'affaire a été portée devant la justice, pour lui, ça a été encore plus rapide. Je ne sais pas s'il y avait des griefs ou pas, mais ce que nous pouvons encourager, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont actuellement dans une procédure, il y a une procédure judiciaire contre certaines personnes par rapport à cette affaire de détournement et vivement que la justice continue de faire son travail et que ceux qui restent aussi, qui sont mêlés dans cette affaire de détournement puissent être rapidement rattrapés par la justice et que s'il y a possibilité de récupérer les fonds, parce que leur ministre des Affaires étrangères disait à Londres que ce n'est pas forcément l'aspect pénal qui les intéresse, mais c'est l'aspect pédagogique. Décourager les éventuels imitateurs, ceux qui seront tentés de détourner encore et amener vers une certaine moralisation de la vie politique dans le pays. Et donc, on doit dire clairement que le président Joao Lorenzo fait le ménage dans la minorité qui accapare les richesses. oui, on peut le dire. On sait que Agostinho da Silva, Thomas n'est pas la seule personne qui a été condamnée en ce jour, même s'il a reçu la plus grosse peine, 14 ans. Il y a eu d'autres qui ont eu 10, d'autres qui ont eu 7, 2 ans avec sursis et consorts. Mais avec son titre d'ancien ministre du Transport et surtout avec sa peine, 14 ans, ce qui n'est pas rien, c'est lui qui fait la une des journaux. Ça veut dire qu'il en a quand même un peu détourné. Oui, on parle de plusieurs milliards, on parle de plusieurs milliards, mais moi j'entends parfois certaines analyses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. On dit il n'est pas le seul à détourner, et donc si c'est lui qu'on poursuit et qu'on le condamne, c'est que c'est forcément la chasse aux sorcières. Et moi je dis, est-ce qu'il a détourné, oui ou non? Du moment où il a détourné, il a été condamné, ce n'est pas de l'injustice. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le principe du contradictoire, les droits de la défense soient respectés. Qu'il y ait un principe du contradictoire. Il a eu à choisir des avocats, c'est déjà une bonne chose. Qu'on leur accorde le temps nécessaire, à la fois pour prendre connaissance du dossier, je parle de l'appel, puisqu'il y a déjà la première partie qui est déjà jouée, qu'on leur accorde le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier, pour présenter leurs conclusions, s'ils veulent présenter des conclusions, ou pour plaider convenablement. Et donc, pour l'instant, il y a eu condamnation, il n'y a plus de présomption d'innocence, il est condamné, la peine n'est pas suspensive, on verra ce qui en arrivera. Pour le reste, il y a des centaines de corrompus en Angola, il va falloir qu'on prenne l'argent de l'État chez
chez l'essentiel, si on ne peut pas prendre ça chez tout le monde, parce que je suis persuadé quand même que tout le monde ne pourra être atteint. Le prochain président va poursuivre également d'autres qui sont aujourd'hui avec l'actuel président. Alors, la famille, en tout cas, de l'ancien président doit sentir les taux se resserrer autour d'elle. Ah mais oui, puisque depuis la venue de João Lorenzo, nous avons senti que la famille de l'ex-président s'est sentie menacée. Vous allez même remarquer que les enfants ne font plus trop de bamboula en Angola. Ils sont presque tous partis en Europe pour rester là-bas, de peur que du jour au lendemain, on ne mette pas la main sur eux. Parce que s'ils sont au pays, il va de soi que les dossiers, au fur et à mesure que la vie continuait de dérouler son chapelet, les dossiers vont sortir et au finish, ils seront rattrapés par certains dossiers. Le problème aussi, c'est la disponibilité de ces dossiers. Comment constituer toutes les charges là contre ces individus? Parce que lorsque certains sont aux affaires, ils ont cette façon, cette habileté de faire disparaître les preuves. Oui. Lorsqu'ils détournent, font disparaître les preuves et tout ça là, bon, il faut peut-être des investigations assez poussées pour pouvoir débusquer certains dossiers et les reconstituer et pouvoir faire transparaître leur culpabilité dans des dossiers donnés. En même temps, il est plus facile de prouver un crime financier qu'un crime de guerre, par exemple, ou un crime contre l'humanité. Vous voyez toute la peine qu'a la CPI. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens compétents. Toute la peine qu'a la CPI pour prouver la culpabilité des gens. Mais par rapport au crime financier, voilà, je vais prendre mon exemple. Abel Clouset est à 500 000 francs le mois. Il a fait 10 ans de service. Et voilà que ce monsieur se retrouve avec 50 milliards sur son compte. Mais monsieur, vous avez fait comment? Si vous êtes entrepreneur et que votre service ou votre travail ou les lois qui régissent votre travail ne l'interdit pas, mais combien vous déclarez à l'impôt comme sur votre bénéfice? On peut faire ces calculs-là et prouver que vous êtes enrichi illégalement ou illicitement. C'est plus facile de prouver un crime. Vous pouvez beau faire disparaître les choses. Le problème, c'est que la plupart des paradis fiscaux... Tout ça fait... C'est là où ça devient très compliqué. C'est dans les paradis fiscaux. Vous avez même des gens qui ont des sociétés écrans. Qui cachent de l'argent. Vous allez voir des gens qui roulent sur des milliards, mais au fait, ça ne leur appartient pas. Les vrais détenteurs, les vrais propriétaires de ces milliards-là, c'est des gens qui sont dans la nomenclature, qui sont dans les affaires. C'est les gens, quoi, dans les pays. On va marquer la grande pause et on revient après le journal.